Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au spécial Maoulid, célébré à Congo, dans la région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agira pour nous de vous présenter non seulement les sites historiques et touristiques du département de Congo, mais également de vous présenter comment à Congo l'on célèbre le Maoulid. Le Maoulid commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Suivons ensemble ce reportage réalisé par l'équipe de production à Congo. Congo est situé au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo. La sous-préfecture de Congo, sous sa forme actuelle, couvre une superficie de 2085 km². Elle est limitée au nord par la sous-préfecture de Sikolo, au sud par la sous-préfecture de Fumbolo, à l'est par la sous-préfecture de Bimolo et le parc national de la Comoé, à l'ouest par les sous-préfectures de Nafana et de Tafiri. Le département de Congo, il faut le rappeler, était un poste administratif en 1905. En 1907, il est dirigé en cercle. Cependant, c'est le poste administratif qui a fonctionné de 1905 à 1918, avant de dépendre directement du département de Fekese-Dougou. Au XVIIIe siècle, la prise du pouvoir par l'empereur Sékou Ouattara va faire des Congo un puissant royaume commandé par une famille de chefs guerriers. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Congo demeure encore sous l'autorité traditionnelle des princes Ouattara, dont chacun se trouve à la tête d'un village. Les découpages administratifs successifs de 2010 et 2012 ont procédé à l'éclatement de cette sous-préfecture avec la création de nouvelles entités administratives de Bilimono, Nafana et Sikolo. La population de la sous-préfecture de Congo, à partir du recensement général de la population et de l'habitat de 1998, peut être estimée à 21 521 habitants. En attendant les résultats détaillés du recensement général de la population et de l'habitat de 2014, où la population est estimée à 27 867 habitants, avec 13 975 hommes et 13 892 femmes. La circonscription administrative de Congo compte aujourd'hui 17 villages, dont celui de Congo et plusieurs campements occupés par les agriculteurs lobbies. Les lobbies, à la recherche de terres cultivables, vont faire une forte migration dans la sous-préfecture de Congo. Ils sont essentiellement animistes et chrétiens. En plus des lobbies, vivent également des communautés allogènes composées de Maliens et de Burkinabés, généralement éleveurs, mais aussi des Nigériens et des Mauritaniens commerçants. Ils sont généralement musulmans. Dans cette localité, la voirie urbaine de Congo a pu bénéficier d'environ 9,5 km de bitumage et quelques routes de certains villages ont été remises en état dans le cadre des travaux de reprofilage léger. On y trouve plusieurs infrastructures, un centre de santé, à l'intérieur, un dispensaire et une maternité, une brigade de gendarmerie, une école maternelle, des établissements primaires, un lycée, le lycée moderne Dominique Ouattara, un foyer de jeunes filles, une sous-préfecture, une préfecture et une bibliothèque contiguë à la mairie. À l'intérieur de la bibliothèque, des livres et documents qui retracent le passé de cette ville historique. Nous avons cette image qui est là, qui a été prise en 2009 lors du festival des Rois. Donc c'est à cette occasion-là que ces expositions ont été faites également par la LICON. Ici, nous avons le centre de santé. Ici nous avons la petite mosquée, nous avons la grande mosquée, nous avons la voie principale qui n'était pas encore bitumée. Voilà. Et également ici, nous avons la liste des souverains qui se sont succédés depuis l'empire Sékou Ouattara jusqu'à nos jours. Nous sommes au 30e roi aujourd'hui. Voilà. Ici, nous avons l'historique de la ville de Congo qui dit qu'avant que les Djoula ne s'installent ici, il y avait une tribu qu'on appelait les Falafala, qui étaient des Sénfo, qui habitaient ici. Donc ces Sénfo-là sont aujourd'hui, ils ne sont pas en grand nombre, ils sont minoritaires, ils habitent un peu dans les environs. Ici, par exemple, nous avons
les combats qui retracent un peu les différents combats qui se sont déroulés ici, mais dont l'un des plus importants était la guerre de Samori. Voilà, nous avons ici les reportages, le nombre de personnes tuées par exemple, voilà, ainsi de suite. Ce monsieur que vous voyez, c'est celui qui a participé aux recherches. Avant la construction des hangars, il y avait assez d'arbres, mais ces arbres ont été abattus en lieu et place aujourd'hui des hangars. Voilà, nous avons ici la colonne du Marchand, le capitaine Marchand, qui était venu pour combattre Samori, dont l'un a été tué ici, Moscovitch, dont la tombe se trouve de l'autre côté. Nous avons ici le petit journal de capture de Samori. Nous avons ici la photo de Louis-Gustave Binger, l'explorateur Louis-Gustave Binger, avec quelques commentaires. Nous avons la maison où il a séjourné. Nous avons ici Trèche-la-Plaine, qui est passé également à Kong ici. Nous avons Samori, vous vous souvenez, qui a attaqué Kong ici le 18 mai 1897. Nous avons l'empereur Sékou Ouattara, le fondateur de la dynastie de Kong, entouré de ses soldats. Nous avons ici l'historique de la ville de Kong. Ici, Kong était un centre commercial très prospère, où circulait, on vendait de la cola, de l'or, le bétail, le sel, le poisson séché, tout ce qui servait de commerce. Voilà. Ici, nous avons ici la mosquée. Ici, ça c'est l'ancienne clôture qui a laissé place à la nouvelle clôture aujourd'hui. Nous avons la petite mosquée. Nous avons quelques commentaires sur la grande mosquée. Et ces mosquées que nous trouvons à Kong ici, on peut les retrouver également à Tengerela, on peut les retrouver également à Kouto, on peut les retrouver également à Nambira, on peut les retrouver également à Bondoukou, à Bouna, surtout dans le Grand Nord. Ce sont des types de mosquées là qu'on trouve également partout dans le Grand Nord. Dans la cour de la bibliothèque, un amphithéâtre et 2 hangars pour la lecture. Cette bibliothèque, toute une histoire. Ici, a séjourné Louis-Gustave Binger, explorateur français, du 20 février au 11 mars 1888. Nous sommes sur les ruines de la maison de Binger, Louis-Gustave Binger, l'explorateur français, qui a séjourné ici 1 an seulement après avoir quitté la France. Et lorsqu'il est arrivé ici, cette maison était déjà construite. Le chef d'alors, qui s'appelait Ouattara Karamangoulé, a demandé au patriarche Daouba Fétigé de le loger dans cette maison, jusqu'à ce qu'il décide de partir. Voilà. Et avant de partir, il a même offert des cadeaux au patriarche Bafétigé Mori, un fusil et un sabre. Le fusil, selon les explications, le fusil a disparu, ça s'est perdu, mais le sabre existe jusqu'à aujourd'hui. En guise de souvenir. Voilà ce qui reste de la maison. L'Amérique a pris les rênes pour la réhabilitation. Ici, nous sommes dans le salon public. Ici, il recevait tout le monde. En plus, nous avons le salon privé. Et selon ce que nous avons reçu comme information, il y avait un miroir qui était là, qui lui permettait de voir l'extérieur. Ici, nous avons la chambre à coucher. Donc cette pièce comporte 3 pièces. Le salon public, le salon privé et la chambre à coucher. Un site touristique très important. Nous recevons plusieurs personnes qui viennent visiter les vestiges de ce qui reste de la maison de Binger. C'est situé où? Nous sommes au quartier Somana, au sein de l'espace culturel Louis-Gustave Binger. C'est un don de la coopération française à Kong, pour le lien qui existe entre la France et la ville historique de Kong. Loin de la bibliothèque, dans le quartier Thierrou-Sirakoro, se trouve la tombe du voyageur Moscovitch, en mission marchand en Côte d'Ivoire, décédé à Kong en 1894. Sa tombe, nettoyée depuis des années par l'épouse et les enfants de Feu Ouattara Bafétigé, qu'il a également entretenu avant son décès en 1999. C'est des documents qui attestent que vraiment les Français savent ce qu'il en est. Autre personnalité et non des moindres ayant visité la ville historique de Kong, Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette bâtisse, située au quartier Missibosso, qu'a logé le premier président de la Côte d'Ivoire en 1940. Cette maison historique, toujours habitée. À quelques pas de là, à Barola, le quartier de la famille Barreau, se trouve également un site historique, le Daba. Ce que nous voyons là, en arrière-plan, ça s'appelait Daba. Daba qui signifie la grande porte. C'était la porte d'accès au quartier Barola. Et c'est avant le lotissement.
Mais malgré le fait qu'il y ait eu le lotissement, chaque fois qu'il y a une manifestation, toute la population de Barola sort par cette porte. Pour venir. Ici était la place du village. Tout le quartier sortait par là pour accéder à la place du village. Et quand la maison finit également, c'est par cette porte-là que la population passe pour accéder au quartier Barola. Jusqu'à présent, on continue, malgré le fait qu'il y ait eu des constructions derrière. Chaque fois qu'il y a une maison, notamment les fêtes annuelles, Kouroubi, c'est par là que les femmes passent, jusqu'à présent. Côté spirituel, c'est un peu lourd parce qu'on dit que ça a été construit avec des matériaux qu'on ne nous explique pas. Mais en tout cas, c'est avec la terre battue. Ici, c'est une lucarne qui permettait à ceux qui venaient de s'arrêter pour regarder ce qui allait se passer. Et la population passe par ici pour accéder au quartier Barola. Et comme je l'ai dit, tout ce côté-là, c'était le quartier Barola. Mais le quartier Barola, il n'y a pas que les Baro. Il y a aussi les Ouattara, il y a les Koulibaly, les Sanogo, les Diabaté, les Sissé, mais tout cela était appelé quartier Barola. Nous sommes ici dans le quartier des chefs de village, qu'on appelle Dougtigisso. Et derrière, c'est le quartier des chefs de canton, qu'on appelle Diamantigisso. Donc tout cela constituait quand même le quartier Barola. L'autre quartier là, il y avait Soumarana et puis il y avait Sahara. Voilà, ça c'est les grands quartiers. C'est un monument qui reste important pour nous. Malgré la modernisation, on ne voudrait pas du tout perdre ce monument-là. Et il est encore utilisé jusqu'à présent. Autre lieu historique et touristique, la petite et la grande mosquée séculaire de Kong. Des mosquées construites dans un style soudanais, en terre battue et de pur bois de chauffe. Dans la petite mosquée, la plus vieille, les différentes prières canoniques, hormis celles du vendredi, y sont officiées. Tout comme la petite, la grande mosquée historique de Kong, construite des années plus tard, le matériel utilisé pour sa construction, tout un symbole. La petite mosquée a été construite vers la fin du XVIe siècle. La grande mosquée, elle a été construite bien longtemps après la première, par le premier imam de Kong, qu'on appelait imam Baro. Mais il ne l'a pas fait seul, il a fait ce travail-là en collaboration avec les Konaté. Donc ce qui veut dire que la mosquée est une propriété de Kong, c'est une propriété de Dieu, comme on le dit toujours, la mosquée, c'est le masjid. Allah, ça dit la mosquée, la maison de Dieu. Mais ceux qui ont les bâtisseurs, c'est les Baro et les Konaté, d'ailleurs qui sont devenus les gestionnaires de tout ce qui est islamique à Kong. Cette mosquée, si vous voyez derrière, vous constaterez qu'au-dessus, on voit des petits ronds blancs. Ces petits ronds blancs, avant, c'était des œufs d'autruche qu'on mettait sur les minarets et les petits minarets. Alors, ces œufs d'autruche étaient percés. Et vous constatez que sur la mosquée, on a des bois qui vont verticalement dans le mur et des bois qui vont horizontalement sur le mur. Ces bois-là ne sont pas des décors, c'était des échafaudages. Lorsqu'on construisait le mur, on construit jusqu'à un niveau. Quand on atteint ce niveau, le niveau d'homme, on met un échafaudage, on met le bois et on met la terre dessus. On attend que ça sèche. Quand ça sèche, ça sert d'échelle pour construire le niveau supérieur. Jusqu'à ce qu'on atteigne encore une certaine hauteur, on met encore un échafaudage. C'est ainsi qu'on construit jusqu'en haut, sans mettre le genre d'échafaudage, soit métallique, soit en bois qu'on voit aujourd'hui. Tous ces bâtiments ont été construits de cette manière-là. Ce sont des bois, on appelle en Dioula korokoro. Ça ne pourrit pas, ça reste là, évidemment comme tout bois. C'est un matériel végétal. Après un certain moment, il peut y avoir l'effet d'usure. Ce n'est plus comme avant, mais en tout cas, ça peut rester 10, 15, voire 20 ans sans pourrir. Et les bêtes, comme on appelle les foreurs de tiges et consorts là, n'affectent pas ces genres de bois. Et c'est ce même bois qui sert de dallage. Il faut dire que la toiture est en terre battue. C'est ce bois-là qui sert de dallage et on met la terre dessus. Lorsque vous voyez la mosquée, on voit une porte du côté où nous sommes. Il y a 3 portes ici. Il y a également autant de portes de l'autre côté. Et côté arrière, il y a une porte. Les 3 portes d'ici servaient d'entrée à tous ceux qui sont de ce quartier-là. C'est-à-dire le quartier Soumarana, le quartier Korola, le quartier Sahara. Maintenant, l'autre côté sert d'entrée aux populations du quartier Barola. La porte arrière, c'est la porte des femmes. Nous avons à l'intérieur de la mosquée des piliers qui sont faits avec
la terre battue exclusivement. On le fait suffisamment large pour éviter les effondrements. Cette mosquée a été détruite par Samori à la fin du 19e siècle. La construction de la mosquée séculaire de Kong et le passage de l'imam Samori Touré dans la zone. Quel lien? Samori n'a pas séjourné à Kong. Il est venu faire son travail et il est parti par la voie des nations. Le même jour, il n'a pas séjourné à Kong. On ne peut pas imaginer qu'il ait pu construire ce monument-là en un jour. Évidemment, après la destruction, la population est revenue et on a reconstitué la mosquée identique à l'original. Évidemment, tel qu'on la voit aujourd'hui, il faut dire que l'UNESCO a pris en compte sa réhabilitation. Cette construction-là se faisait par l'ensemble du village, jeunes, vieux, femmes. C'était sans exception. Juste à côté de la grande mosquée, l'université islamique de Kong. Ici, de nombreux imams et guides religieux de la Côte d'Ivoire et de la sous-région y ont subi leur formation de la maîtrise du Saint-Coran. Cette université qu'on appelait Angoula Mangrissi, il y en avait plusieurs, et celle-là, et puis celle de Sanoroso, les deux sont des Sanoro. Ici, c'est les Sanoro de Kouroura et il y a les Sanoro de Baroula. Bon, il y en avait également chez les Kounanté. Et ces Mangrissi, ces universités qu'on appelait Mangrissi, regroupaient tous les niveaux d'enseignement sur les doctrines islamiques. Depuis la lecture sur les ardoises jusqu'à la lecture dans le Coran et les traductions. Et cela allait même jusqu'à l'apprentissage, la connaissance des premiers livres, notamment la Taurat, qui est la Torah, et l'Injila, qui est l'Évangile, et les Pentateuques, etc. Mais pour apprendre ces différents livres, il fallait atteindre un certain niveau pour pouvoir faire le discernement. Donc cette université, elle fonctionne jusqu'à présent, puisqu'il y a encore des élèves qui sont dedans, évidemment à moindre échelle. L'entrée principale était appelée le Bolon. Et juste à côté, sur la droite, il y avait une courette qu'on appelait Bouroum. Et cela était à l'image de toutes les concessions de Kong. Toutes les concessions de Kong étaient clôturées avec un Bolon et un Bouroum. Autrement dit, le Bolon, c'est l'entrée, le Bouroum, c'était le lieu de prière quand les habitants de la cour ne se rendaient pas à la mosquée, la grande mosquée ou bien etc.